Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Louis Bal, pour ce propos introductif, plein de questions et d'interpellations auxquelles je vais d'ailleurs essayer de répondre. Bonjour à toutes et à tous, et un mot particulier pour Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition énergétique du Portugal, Monsieur José Pedro Matos Fernandes, avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir échanger quelques minutes avant le début de cette deuxième journée. Je salue aussi, par anticipation, si je puis dire, le ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire du Luxembourg, Claude Turmes, et je vous salue toutes et tous pour votre participation à ces deux journées auxquelles j'ai moi-même participé par le passé avec d'autres fonctions et toujours avec plaisir, parce que je sais qu'au-delà de ces journées, c'est surtout votre mobilisation tout au long de l'année, année après année, avec beaucoup de ténacité et de persévérance pour le développement des énergies renouvelables, ce qui n'a pas toujours été tâche aisée dans notre pays. Et je me souviens, et je le disais à Monsieur le ministre du Portugal, il y a quelques années, vous aviez invité un ancien ministre de l'énergie du Portugal, et il nous avait dit, si nous y sommes parvenus dans un pays comme le Portugal, plus petit que la France, vous devriez quand même, vous aussi, y arriver en France à mener cette transformation très forte de la production d'énergie et qui passe par une diversification beaucoup plus grande et orientée essentiellement vers les énergies renouvelables. Et vous le savez, c'est notre politique, la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un virage de notre politique énergétique que je considère comme aussi important que celui qui a été conduit dans les années 70, à la fin des années 70, au début des années 80, avec l'installation en France du programme électronucléaire. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas eu de loi, il n'y avait pas eu de débat au Parlement. On ne parlait pas de programmation pluriannuelle de l'énergie, on ne parlait pas de stratégie nationale par rapport au climat, le sujet n'était pas dans le débat public. On parlait déjà, à l'époque, de sortir du tout pétrole, et non pas au nom du climat, mais au nom d'une forme d'indépendance énergétique, qui malheureusement ne s'est réalisée d'ailleurs que de façon hémiplégique, si je puis dire, puisque, en l'occurrence, si dans la production d'électricité, c'est un fait, nous sommes l'un des pays au monde, en Europe, qui est le moins dépendant des énergies fossiles et le plus décarboné, comme on dit maintenant, au prix d'une monoculture du nucléaire. Mais pour ce qui reste, tous les autres usages de l'énergie, y compris le chauffage, mais aussi et surtout les transports, nous sommes extrêmement dépendants des énergies fossiles, extrêmement dépendants du pétrole et très gros importateurs, et cela contribue lourdement à notre déficit commercial que d'avoir de telles importations d'énergie fossile, au premier rang desquelles le pétrole. Et donc, plus que jamais aujourd'hui, notre politique orientée vers une contribution à la lutte contre le dérèglement climatique, donc à la baisse des gaz à effet de serre, donc à la baisse des émissions de CO2, elle est tournée vers une réduction très forte de l'utilisation des énergies fossiles, à une réduction globale de la consommation d'énergie, en visant les économies d'énergie, l'efficacité énergétique. Je ne m'y étendrai pas ce matin car c'est moins votre axe, bien sûr, de travail, et le développement à grande échelle des énergies renouvelables. Et les deux piliers, moi je ne cesse de le dire, les deux piliers de notre politique énergétique, de notre stratégie française pour l'énergie pour les 10 ans qui viennent, c'est les économies d'énergie et la diversification par le développement massif des énergies renouvelables. Je ne sais pas si nous arriverons à des résultats aussi importants et aussi rapides que le Portugal, qui partait d'une autre situation en matière de production d'électricité notamment, mais c'est bien cette orientation que nous voulons suivre, dans le cadre d'ailleurs d'une politique européenne. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Jean-Louis Bal, l'Union européenne a adopté différentes orientations, le paquet énergie-climat ces dernières années. D'ailleurs, Claude Turmes, lorsqu'il était député européen, il y a beaucoup travaillé. Eh bien, c'est dans ce cadre que nous citions, et je pense pouvoir dire même que nous sommes
parmi les pays ambitieux au sein de l'Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans beaucoup de domaines et conduire donc cette transformation extrêmement forte du secteur de l'énergie. Je dis transformation d'ailleurs, même si ce qui est maintenant passé dans le langage courant, c'est transition. La loi de transition énergétique de 2015, qui est en effet notre cadre législatif, nous serons amenés à le modifier légèrement dans les mois qui viennent parce que sur au moins un point, celui de la fameuse date de 2025, nous avons considéré que ce n'était pas réaliste, que ce n'était pas faisable, mais sur le reste, les grands équilibres de cette loi, nous nous situons dans ce cadre. Nous l'avions dit d'ailleurs avant les élections de 2017, nous l'avions dit aux Français, contrairement à d'autres courants politiques ou d'autres candidats à l'élection présidentielle, aux élections législatives, qui voulaient abroger cette loi. Nous voulons la mettre en œuvre, parce qu'une chose est de l'avoir préparée, de l'avoir fait adopter. Je vois que François Brottes, qui est arrivé également, et il y avait beaucoup travaillé en tant que député. Moi-même, j'avais aussi participé à ces débats et soutenu cette loi, mais je sais d'expérience, en tant que député, ancien député, mais aussi maintenant en tant que ministre, qu'une autre chose est de mettre en œuvre une loi, d'appliquer une loi. Pas simplement, comme on le dit souvent, de prendre des décrets, même si en l'occurrence c'est important, et pour la loi de transition énergétique, le décret, en quelque sorte, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais surtout de mobiliser tous les acteurs pour conduire cette transformation. Et moi, j'insiste sur ce mot de transformation profonde de notre système énergétique français. Pas simplement électrique, d'ailleurs, énergétique. Si souvent, les uns et les autres retiennent principalement le secteur de la production d'électricité et de l'énergie. Et j'ai été élu, pour ma part, parce que j'ai été élu en 2017, et j'ai été nommé ministre pour conduire cette transformation. Pas pour gérer le statu quo, pas pour gérer le maintien des modes de production existants et, disons-le aussi, la défense des intérêts existants sans toucher à rien. J'ai été élu en 2017 et nommé en 2018 pour transformer en profondeur le secteur de l'énergie. Je n'y arriverai pas évidemment tout seul et je n'y arriverai pas en 3 ans si mon mandat va jusqu'à 2022. Mais c'est notre feuille de route et c'est ce que nous devons faire ici et maintenant. Et j'insiste dans toutes mes interventions, que ce soit auprès des Français en général, des parlementaires, des élus locaux, de tous les acteurs, ce n'est pas un changement que nous pouvons reporter à plus tard ou reporter sur les autres. Mais cette tentation est toujours forte dans la lutte contre le dérèglement climatique, comme dans la transformation plus concrète de notre secteur énergétique. Quand je vais à Saint-Avold, en Moselle, pour dire que nous allons fermer la tranche charbon qui est encore en fonctionnement là-bas, comme dans 3 autres sites de France, on me dit « mais pourquoi vouloir fermer une centrale à charbon en France, ou même les 4 centrales à charbon, alors que de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres, en Allemagne, il y en a beaucoup plus. Et puis, si l'Allemagne le fait, et elle s'engage, et tant mieux d'ailleurs, dans une sortie du charbon sur les 20 ans qui viennent, on nous dira « oui, mais pourquoi le faire chez nous en Europe, alors qu'il vaudrait mieux le faire en Chine, en Inde ou ailleurs ?» Il faut agir chacune et chacun. Il faut le faire aussi en Inde, en Chine, et c'est l'objet des accords internationaux d'ailleurs pour lesquels nous nous battons. Mais il faut agir ici et maintenant et ne pas penser que c'est les autres qui doivent le faire et ne pas penser qu'on pourra toujours reporter à plus tard. Mais cette tentation de reporter la responsabilité et l'action sur les autres et à plus tard, elle est permanente et je dois me battre en permanence contre cette tentation qui est évidemment d'une certaine façon le confort de ne rien changer ou de reporter le changement à plus tard. Et ce changement, il est extrêmement profond. Nous l'avons redit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un changement qui nécessite des investissements extrêmement importants, des investissements privés d'abord. Donc c'est un enjeu économique. Vous avez aussi évoqué, j'y reviendrai, les enjeux industriels qui vont avec, de création, d'activité, d'emploi dans notre pays, partout sur le territoire. Il y a aussi un enjeu
financier, mais pour l'État, pour la puissance publique, de savoir quels moyens nous sommes prêts à mobiliser et qui paye, car il faut bien parler de cela, sinon nous sommes en dehors des réalités. Et puis il y a un enjeu aussi social, qui est bien sûr multiforme, de l'acceptabilité sur les territoires de chaque nouvelle unité de production, ou au contraire de suppression, de fermeture des vieilles unités de production thermique ou nucléaire. Et il y a la question aussi de la capacité de l'ensemble des citoyens, en tout cas de la grande majorité des citoyens, à participer à cette transformation et ne pas avoir le sentiment que cela représente pour eux surtout un coût et que cela va être trop cher, trop difficile à payer. Et ça se retrouve y compris, bien sûr, sur des sujets très concrets comme le prix de l'énergie en général et le prix de l'électricité en particulier. Et vous avez vu ces derniers mois que ce n'est pas un petit sujet. Le mouvement dit des Gilets jaunes, il est parti, même s'il avait évidemment des implications beaucoup plus larges, des prix de l'énergie, en l'occurrence des prix des carburants. Et il est né en tout cas d'une forte hausse des prix des carburants qui, contrairement à ce qui avait été dit, évidemment, n'était pas principalement lié à la taxe carbone, mais au prix des marchés mondiaux. Et on voit aussi les débats qui naissent depuis quelques jours ou quelques semaines sur les prix de l'électricité. Et donc, notre responsabilité, quand on est au gouvernement de la France, c'est aussi de tout faire, bien sûr, pour maîtriser les coûts. Maîtriser les coûts pour le budget de l'État, maîtriser les coûts pour les Français, que ce soit à travers ce qu'ils payent dans les prix de l'énergie ou à travers leurs impôts et taxes. Ce qu'ils payent aussi à travers les impôts et taxes. Et on sait que, bien sûr, on est amené à doser le soutien public ou les garanties économiques pour les investisseurs privés qui investissent aujourd'hui dans les énergies renouvelables, notamment entre la part de subvention et la part qui peut être réimpactée sur le prix des énergies correspondantes, que ce soit, encore une fois, l'électricité, le gaz ou les carburants. Vous le savez, avant même que cette programmation pluriannuelle de l'énergie soit rendue publique, présentée par le président de la République, le Premier ministre et moi-même le 27 novembre dernier, dans un contexte qui malheureusement a fait que l'objet de cette programmation pluriannuelle de l'énergie a été un peu éclipsé par l'actualité de cette période. Maintenant, nous avons publié le document. J'entends d'ailleurs bien sûr les remarques, les interpellations, voire les légères critiques. Je les comprends par certains aspects et je pense d'ailleurs que nous pourrons évoluer sur quelques points, parce que la procédure qui est maintenant lancée, qui consiste à mettre en consultation publique, comme on dit, et donc dans une dernière phase de concertation avec tous les acteurs, tous les citoyens, bien sûr. On sait que c'est surtout les acteurs concernés qui sont amenés à s'exprimer. Elle peut aussi servir, elle n'est pas de pure forme, à ajuster les choses par rapport à ce que nous avons écrit dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais avant même cela, nous avions enclenché un travail, je pense qu'on peut le dire de façon partenariale d'ailleurs, avec les acteurs du secteur et donc notamment le syndicat des énergies renouvelables, pour simplifier un certain nombre de procédures, réduire un certain nombre de possibilités de recours, de délais, etc. Cela avait été conduit notamment par Sébastien Lecornu lorsqu'il était secrétaire d'État dans ce ministère de la Transition écologique et solidaire. Le travail a été repris évidemment par Emmanuel Vargon qui lui a succédé à l'automne dernier et je le suis personnellement et j'ai déjà signé un certain nombre de documents, de décrets, d'arrêtés qui concrétisent les travaux sur plusieurs aspects de ces groupes de travail concernant notamment l'éolien et la méthanisation. Et certains éléments qui relevaient du domaine législatif ont été intégrés dans la loi dite droit à l'erreur ou pour un État au service d'une société de confiance, la loi dite ESSOC. Et donc nous allons poursuivre ce travail. Vous aurez remarqué que peut-être dans cette salle, c'est quelque chose qui est soutenu, même revendiqué, et que lorsque l'on sort de cette salle, il n'est pas difficile de croiser
et disons-le, de s'opposer à des gens qui considèrent que ce sont des scandales. J'ai eu droit à quelques articles de presse sur le thème. Pendant la crise des Gilets jaunes, le ministre publie en catimini un décret qui va aggraver, car pour certains c'est quelque chose de grave, l'implantation des éoliennes en France, par exemple. Et donc je tiens aussi à rappeler que tout cela ne se fait pas tout seul et ne se fait pas en tout cas avec le soutien unanime, sinon des Français, en tout cas d'un certain nombre d'élus qui aiment à relayer ces oppositions locales et ces groupes de pression hostiles. Concernant différents aspects sur lesquels, Monsieur le Président, vous m'avez interpellé, je veux donner quelques éléments de réponse. Tout d'abord, sur la chaleur renouvelable. C'est un des axes forts de notre politique, qui est moins connu, qui est moins débattu politiquement, moins évidemment au centre des préoccupations médiatiques, mais c'est un élément extrêmement important pour nous pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'objectif qui a été fixé par la loi de transition énergétique est de 38% de chaleur renouvelable en 2030. Et donc c'est dans cette trajectoire que nous nous situons alors qu'il est à 20% aujourd'hui. Cela veut dire quasiment doubler notre capacité à utiliser la chaleur renouvelable pour le chauffage de nos concitoyens ou de leur lieu de travail. Et nous prévoyons d'augmenter dans la période de la programmation pluriannuelle de l'énergie de 40 à 60% la production de chaleur renouvelable par rapport à l'année 2016, à l'année de référence de 2016, donc une production de 218 à 247 TWh en 2028, ce qui nous amènerait entre 35 et 39% de la consommation totale de chaleur, et donc nous atteindrions l'objectif. Nous allons pour cela continuer à utiliser, en le développant, le fonds chaleur, qui est opéré, vous le savez, par l'ADEME, mais aussi en utilisant d'autres leviers comme le crédit d'impôt transition énergétique ou les normes dans le bâtiment. Et cela est concret puisque le fonds chaleur a été porté par exemple à 259 millions d'euros en 2018 contre un peu moins de 200 millions d'euros en 2017. 2018 pour l'année écoulée et on est parti sur 307 millions d'euros pour 2019. Une croissance qui se poursuit année après année pour ce qui est du fonds chaleur et nous avons d'ailleurs envisagé une trajectoire qui irait jusqu'à 350 millions d'euros en 2020. Et cela est, à mes yeux, nécessaire pour développer la chaleur renouvelable, sachant que les règles vont également être simplifiées avec l'obligation d'avance remboursable qui s'appliquait à tous les projets dont l'aide de l'ADEME était supérieure à 2 millions d'euros. Elle est supprimée dès 2019. Et les règles du fonds chaleur s'alignent dès 2019, dès cette année, sur les plafonds de l'encadrement communautaire pour les réseaux de chaleur. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous de continuer à développer le fonds chaleur. Et nous allons aussi soutenir cela grâce à la future réglementation thermique des bâtiments neufs en créant une obligation de chaleur renouvelable. C'est en cours de préparation pour toucher tous les bâtiments neufs à partir de 2020. C'est quelque chose qui arrive très bientôt et qui est extrêmement important compte tenu du poids du bâtiment, du secteur du logement ou des bureaux pour la chaleur. Concernant le gaz et le gaz renouvelable, moi je suis convaincu, d'abord je tiens à le dire, je le dis souvent depuis que j'ai été nommé, je le pensais déjà avant, que le gaz a un rôle à jouer. Nous aurions tort de viser une forme d'élimination du gaz. Le gaz naturel, issu de l'exploitation des gisements, est une énergie fossile avec des émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment, à terme, nous devons être capables de nous en passer. Mais dans une période de transition, le gaz a son utilité, d'abord parce qu'il est moins émetteur de CO2 lorsqu'on l'utilise que d'autres énergies fossiles, notamment le charbon bien sûr, mais c'est également le cas de certains
usages pétroliers, et par ailleurs parce qu'il a sa place dans la période de transition comme accompagnement des autres énergies. Et par ailleurs, aujourd'hui, on est capable de développer du gaz renouvelable. Disons-le, c'est quand même une part très faible aujourd'hui de l'utilisation du gaz en France. Je crois que nous sommes à 1% à peu près de la consommation finale de gaz. La loi de transition énergétique avait visé 10%. C'est toujours notre cible, mais j'entends bien que ce qui est décrit dans le document de la programmation pluriannuelle de l'énergie peut être interprété comme un abaissement de cet objectif, une réduction de l'ambition en la matière. C'est un sujet sur lequel moi je suis tout à fait ouvert à la discussion. Mais il faut que l'on soit concret sur la question du coût et du prix. Je vous dis quand même, un peu à titre d'anecdote, mais j'ai inauguré, peu de temps après ma nomination, un méthaniseur, un beau projet, beaucoup de partenaires mobilisés, y compris le principal fournisseur français, Engie, et pendant toute l'inauguration, personne n'avait parlé du prix. On parlait de ce bel outil, de ce qu'il allait produire, sans jamais évoquer le prix de sortie, le coût de production du gaz renouvelable et donc son prix à la sortie du méthaniseur. Là, ma responsabilité, c'est aussi de ne pas engager la France dans quelque chose qui serait non soutenable financièrement, ou non financé d'ailleurs. Je dis ça, vous allez me dire, oui, mais la Palisse n'aurait pas dit mieux. Enfin, c'est déjà arrivé par le passé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports également, que certains de mes prédécesseurs s'engagent dans des choses non financées. Charge à ceux qui arrivent après de le financer. J'ai même dans mon budget 1,8 milliard, c'est quand même pas rien, 1,8 milliard d'euros de dettes, c'est-à-dire de choses qui n'avaient pas été payées au moment où étaient faites sur les énergies renouvelables à EDF. Et donc, en plus des 5,5 milliards d'euros de soutien pour des tarifs d'achat garantis, on doit rajouter 1,8 milliard. Pourtant, ce 1,8 milliard en plus ne fait pas 1 kWh d'énergie renouvelable en plus sur le territoire. Simplement, on paye une dette passée. Moi, je considère qu'il faut assumer les choix que l'on fait, et on doit là aussi les assumer ici et maintenant, et y compris pour le futur, puisqu'on se place sur le temps long. Et donc, sur le gaz renouvelable, nous fixons comme objectif que les coûts baissent, et de façon volontariste. Pas des promesses en l'air ou pas des choses qui seraient des engagements dont on ne vérifierait pas qu'ils sont tenus. Les industriels ou les différents acteurs de la filière, il y en a sans doute dans la salle, nous disent que c'est possible. Quand je parle de baisse des coûts, il faut quand même qu'on ait bien en tête les enjeux. Grosso modo, aujourd'hui, le gaz qui sort des méthaniseurs, il coûte, si j'ai bien compris, plutôt autour de 90 € le mégawattheure, quand le gaz importé coûte environ 20 €. Donc, quand on a une telle différence de près de 4 fois plus, de coefficient 4, il faut quand même qu'on soit capable de faire l'effort. Alors, bien sûr, nous sommes favorables au renchérissement du coût du gaz importé, du gaz fossile. Mais vous voyez les débats sur la taxe carbone. C'est concret. Et puis, si ça ne passe que par un renchérissement du gaz issu des gisements pour que le gaz issu de la méthanisation soit compétitif, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut quand même que ce soit qu'il y ait au minimum un croisement des courbes. Ça ne peut pas être une courbe qui monte et l'autre qui reste stable. C'est l'objectif que nous avons fixé. Moi, je suis tout à fait prêt à discuter concrètement de ce qui est écrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie avec mon collègue ministre de l'Agriculture, qui est assez volontaire sur le sujet aussi, en restant quand même dans une logique de réduction des coûts, car déjà là, ce qui est prévu, cela représente quand même un engagement de 8 milliards d'euros sur la période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. En moyenne, 800, et on peut même monter à plus de 800 millions d'euros par an, donc c'est quelque chose que nous devons maîtriser. Concernant les énergies renouvelables électriques, là aussi, vous le savez, notre objectif est ambitieux en termes de développement, puisque nous programmons le doublement de la capacité installée
des énergies renouvelables électriques en 2028 par rapport à 2017, avec une capacité installée de plus de 100 gigawattheures en 2028, et que cela représente 36% de la production d'électricité en 2028. Il faut donc augmenter nos capacités installées très fortement. Et cela représente un engagement financier sur 10 ans potentiel qui est également très important, puisqu'il peut aller jusqu'à 30 milliards d'euros. Là aussi, si les coûts de production baissent, que l'on se rapproche des prix de marché, que les prix de marché ne s'effondrent pas, c'est difficile à prévoir. Quand on voit les évolutions de ces dernières années, mais simplement de l'année passée, évidemment, on est sur une tendance où le prix de marché est beaucoup plus élevé qu'il y a 1 an ou 2 ans, et donc le niveau de subvention pour compenser est beaucoup plus faible. Tant mieux. On ne sait pas si ça va durer, et quand on s'engage sur des tarifs garantis ou une subvention de compensation, eh bien, évidemment, il faut être capable de la financer dans la durée. Donc là aussi, le développement de l'éolien, nous, c'est notre priorité, parce que nous considérons que c'est un mode de production d'électricité renouvelable qui a fait la démonstration de sa capacité à baisser les coûts et à tendre vers un prix de marché. Et je l'ai dit et je le redis, notre priorité, parce que nous voulons changer d'échelle, parce que nous voulons être à un niveau de massification, c'est de s'appuyer prioritairement sur les technologies qui sont fiables, qui sont éprouvées et qui sont compétitives économiquement. Je dis toujours fiabilité technologique, compétitivité économique. Et j'applique ça à tout, y compris au nucléaire. Quand on me parle du nouveau nucléaire, je dis à la filière nucléaire qui dit on est capable, oui, fiabilité technologique, c'est pas toujours éprouvé, on le voit à Flamanville, et compétitivité économique, c'est pas toujours éprouvé, on le voit à Hinkley Point. Donc, c'est valable dans tous les domaines. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, moi je me permets de le dire, je comprends bien et je comprends aussi la logique syndicale en quelque sorte, puisque vous êtes président d'un syndicat, de faire un catalogue de toutes les possibilités techniques diverses et variées, oui, mais si on vise un changement d'échelle, on ne peut pas être sur toutes les solutions sans regarder leur fiabilité technologique et leur compétitivité économique. Et donc, bien sûr, plus il y aura de solutions, mieux ce sera. Plus on pourra développer sur les territoires avec des implications locales fortes et donc avec des retombées locales, avec du développement économique local pour tous nos territoires. Et Dieu sait si c'est un sujet aussi important pour notre pays où souvent les territoires ruraux se sentent oubliés, se sentent un peu à l'écart des développements de nouvelles technologies, de nouvelles activités économiques. S'il y a bien un domaine où c'est les territoires ruraux qui ont des opportunités fortes à saisir, c'est les énergies renouvelables. Mais il faut que cela se fasse, si on veut changer d'échelle, être à un développement très fort avec celles qui sont le plus éprouvées. Ça n'empêche pas d'avoir des démonstrateurs, des recherches, développement, bien sûr. Mais on ne peut pas se disperser, ça je tiens à le dire, à l'infini, surtout si c'est un coût très élevé. Parce que si on met des soutiens financiers élevés à des technologies qui ne sont pas éprouvées ou qui ne sont pas compétitives, ça veut dire que celles qui le sont plus, on les développera moins et que cela suscitera des problèmes budgétaires importants. On l'a vu, et ça me permet de dire un mot, avec l'éolien offshore. Si on est sur un programme où le coût est très élevé, cela finit par créer une tentation de tout arrêter. Je pense que vous en êtes conscient, parce que vous avez sans doute contribué à mener aussi la bataille il y a un peu moins d'1 an. Si vous n'en êtes pas conscient, je vous le dis, la tentation de tout arrêter, elle a existé. Ce n'était pas une hypothèse d'école. C'est trop cher, on attend que les prix baissent pour s'y lancer. Sur l'éolien flottant, le même raisonnement était à l'œuvre. Et moi, je me suis battu pour qu'on dise, là, il y a quelque chose à développer avec des entreprises françaises, avec une filière française, mais il faut aussi que les coûts soient maîtrisés et que la tendance soit à la baisse des coûts, comme cela a été possible dans l'éolien terrestre et comme cela commence à être possible dans l'éolien offshore. Et c'est bien notre objectif, et là aussi, sur les objectifs et les volumes,
Moi, je suis prêt à évoluer si on a cette tendance qui est clairement affirmée. Je le dis aussi, parce que vous avez dit indirectement, Monsieur le Président, qu'il y avait des enjeux industriels. Je les partage. Je vous le dis, parfois, j'ai un peu l'impression d'être le ministre de l'Industrie dans ce pays. Alors, je veux bien, mais à ce moment-là, on dit que ce n'est plus des budgets pour l'énergie, c'est des budgets pour développer la recherche et l'industrie ou le développement de nouvelles technologies. Et tout faire porter sur le budget de l'écologie ou de l'énergie, au bout d'un moment, ça trouve évidemment ses limites. Donc ça, je tiens aussi à le dire pour, encore une fois, réaffirmer notre volontarisme, notamment sur l'éolien offshore flottant. Moi, j'y crois énormément, je pense que c'est un potentiel important, mais il faut que les acteurs, évidemment, travaillent d'arrache-pied avec nous pour que l'on puisse maîtriser les coûts. Sur le solaire photovoltaïque, vous le savez, on est dans une logique là de baisse des coûts qui est phénoménale et donc nous souhaitons vraiment être extrêmement offensifs. Là, ça fait vraiment partie des technologies fiables, éprouvées et compétitives pour développer très fortement le solaire photovoltaïque, y compris au sol, pour pouvoir avoir des capacités de production beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Ce ne sera pas sans difficulté. Les gens qui croient que le solaire photovoltaïque, qui font croire que voilà donc une énergie très acceptable qui ne pose pas de problème d'insertion, se trompent et n'ont pas vu les différentes contradictions auxquelles je suis confronté dans mon propre ministère, entre ici les espaces naturels sensibles, là les espaces agricoles et là des projets de solaire photovoltaïque. Mais nous le ferons de la même façon que nous développerons aussi l'autoconsommation et que nous travaillons concrètement à des mesures législatives, parce que là aussi, malheureusement, il faut des modifications législatives pour favoriser cela, tout en gardant les équilibres, bien sûr aussi, de financement du réseau. Je ne reviens pas, mais vous l'avez évoqué rapidement, sur l'hydrogène. Nous avons une politique aussi qui vise à développer progressivement une substitution de l'hydrogène décarboné aux usages actuels de l'hydrogène dans l'industrie, mais aussi à des usages potentiels futurs dans les transports lourds. En tout cas, nous sommes tout à fait prêts à travailler avec les industriels sur le sujet pour être à la fois en logique de stockage de l'énergie en complément des énergies renouvelables et aussi pour décarboner un certain nombre de secteurs, encore une fois, y compris les transports, si la démonstration est faite que c'est pertinent et à mon sens sans doute dans un premier temps plutôt dans les transports lourds, et nous aurons des expériences sur le train comme il y en a déjà en Allemagne avec d'ailleurs un constructeur français, Alstom. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos interpellations. Je n'ai sans doute pas satisfait toutes vos revendications, mais c'est le propre d'un syndicat que de poser beaucoup de revendications et que nous ne puissions pas forcément toutes les satisfaire. Mais sachez que notre détermination, notre volonté, elle n'a jamais été aussi forte pour développer les énergies renouvelables. Notre programmation pluriannuelle de l'énergie est là pour cela. Si nous devons encore l'adapter et la retravailler sur quelques points, je pense que vous l'avez compris, j'y suis prêt dans les mois qui viennent, puisque l'objectif c'est de l'adopter définitivement d'ici la fin du premier semestre et que nous puissions continuer à travailler ensemble, concrètement, ici et maintenant, pour développer les énergies renouvelables dans notre pays et que notre pays profite de cette formidable opportunité. Merci.